Mali, la tuerie se poursuit au sein de l'armée. Une explosion d'une mine au passage d'un véhicule de soldats dans la région de Mopti, dans le centre du pays, a fait 4 soldats tués. C'était durant le week-end. Au Nigeria, 4 personnes ont été tuées lors d'un raid nocturne mené par des djihadistes de Boko Haram. Ce fut un raid sur un camp de déplacés du nord-est du pays, frontalier avec le Cameroun. En Centrafrique, le groupe Lobbying des femmes s'organise pour l'atelier de validation du code électoral. Hubert Marie Djamari, notre correspondant sur place, nous fera le point dans cette édition. Nous sommes le 2 juillet, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information. Au Mali, les forces armées ont encore perdu quelques-uns de leurs éléments. Ce week-end, 4 soldats ont été tués dans leur rang. C'était par l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule dans la région de Mopti. Là, nous sommes dans le centre du pays. Reportage. Traqués de toutes parts sur le sol malien, les terroristes font désormais de l'armée malienne leur cible privilégiée. Leur attaque ce week-end a visé l'un de ces véhicules qui aura sauté sur une mine, faisant dans la région de Mopti, au centre du pays, 2 blessés graves et occasionnant la mort de 4 soldats, tous membres de la garde nationale. Avec les préparatifs de la présidentielle du 29 juillet, les forces armées maliennes multiplient leurs patrouilles un peu partout, y compris dans des zones de forte tension, s'exposant du coup à toutes sortes de pièges de l'adversaire. Les populations ne sont pas pour autant épargnées. Il y a 2 semaines, lors des examens de fin d'année scolaire, un tricycle transportant des enfants a sauté sur une mine. À la suite de l'incident, 3 enfants ont succombé à leurs blessures. Le nord du Mali, infesté du groupe djihadiste lié à Al-Qaïda en 2012, en a pourtant été débarrassé par une intervention militaire lancée en janvier 2013 à l'initiative de la France et qui se poursuit actuellement. Mais progressivement, ils reprennent du poil de la bête. Depuis 2015, leurs attaques se sont étendues dans le centre et dans le sud du Mali et le phénomène déborde sur les pays voisins, en particulier le Burkina Faso et le Niger. Restons au Mali où des centaines de personnes, majoritairement des Peuls, ont marché samedi à Bamako pour dénoncer les violences commises dans le centre du pays contre la communauté Peul. Les organisateurs de la marche ont appelé les autorités maliennes à plus d'actions pour mettre fin aux tueries et à la stigmatisation communautaire. Reportage Alima Bentouré, notre correspondant à Bamako. Les violences se multiplient depuis 3 ans dans le centre du Mali entre Peuls, traditionnellement éleveurs, et les ethnies Bambara et Dogon, pratiquant majoritairement l'agriculture. C'est pour dire stop aux tueries, non à la stigmatisation et non à l'inaction de l'État que ces manifestants ont battu le pavé ce samedi à Bamako. Ils demandent l'arrêt des assassinats ciblés et les exactions contre les populations Peuls. Le problème a été et le malheur a été qu'on a voulu stigmatiser une communauté, l'identifier au terrorisme. C'est pour que tous ceux qui ont une physionomie de telle posture sont des potentiels terroristes. Aujourd'hui, il suffit d'avoir un nom à connotation Peul. Il faut avoir une physionomie qui s'apparente à un Peul. Il faut avoir un look qui n'est pas un truc pour être l'objet de ça. Mon pays est en train de glisser vers le Rwanda. Mon pays est en train de cultiver l'esprit de communautarisme qui est une atteinte à la nation, à l'esprit de nation que nous avons. Dans une déclaration, les Peuls dénoncent l'instrumentalisation du chaos actuel, les exactions et les exécutions sommaires contre des civils sans défense. Pour Tapital Poulakou, principale association Peul du Mali, il s'agit à travers cette marche de dénoncer un génocide et dire non à l'amalgame. Actuellement, le pays brûle. Parce qu'il y a une partie du pays qui brûle. Nous assistons à des assassinats ciblés contre une population. Et les Peuls sont meurtris dans leur cœur et dans leur âme. Les Peuls dénoncent régulièrement des exactions à leur encontre au nom de la lutte contre le terrorisme de la part des groupes de chasseurs traditionnels tolérés, voire encouragés selon eux par les autorités. La semaine dernière, au moins 32 Peuls ont été tués au cours d'une attaque attribuée à des chasseurs d'ozo dans le village de Koumaka, dans le cercle de Djenné, dans la région de Mopti, touchés par des violences djihadistes, souvent mêlées à des conflits intercommunautaires.
Au Nigeria, 4 personnes ont été tuées lors d'un raid nocturne mené par des djihadistes de Boko Haram. Ce fut un raid sur un camp de déplacés du nord-est du pays, frontalier avec le Cameroun. Compte rendu. C'est le camp des déplacés de la ville de Banki, frontalier avec le Cameroun, qui a été la cible des insurgés. Les uns venus à vélo, d'autres à pied, ils ont ouvert le feu sur les civils, blessant 4 personnes et tuant 4 autres. L'intervention des soldats et policiers postés à l'extérieur du camp a mis en déroute les assaillants qui ont perdu au cours des échanges de tirs 2 des leurs. Leurs fusils ont été récupérés. Le reste de la troupe a pu s'enfuir avec une bonne partie des vivres volés qu'ils étaient vraisemblablement venus chercher. Quelques heures plus tard, 2 soldats ont été blessés lorsque leur véhicule de patrouille a heurté une mine enterrée par les djihadistes en fuite dans le village de Freetown à 9 km des lieux. Lors de l'ouverture du camp en mars 2015, la ville était considérée comme une zone relativement sûre pour les civils fuyant les violences. Mais le site a ensuite été pris pour cible à plusieurs reprises par les djihadistes. D'abord, en février, des hommes avaient pris d'assaut le camp et volé des vivres et vêtements avant d'être chassés par des soldats. En septembre 2017, les djihadistes avaient tué 15 personnes dans le camp, là aussi pour prendre de la nourriture. Et ce, 1 mois après un raid similaire ayant fait 11 morts. Banki, qui se trouve à 130 km au sud-est de Maïdougouri, la capitale de l'État de Borno, abrite à elle seule 45 000 personnes déplacées. En Centrafrique, le groupe Lobbying des femmes s'organise pour l'atelier de validation du code électoral. Marie-Hubert Djamani, notre correspondant sur place en République centrafricaine, les a suivis. Voici son compte rendu. Une trentaine de femmes issues des institutions, des partis politiques et des organisations de la société civile participent à cet atelier de validation de l'avant-projet de code électoral. La journée de débriefing est organisée autour des exposés sur différents thèmes. Le pourquoi de la réforme, les innovations insérées dans l'avant-projet de code électoral, la présentation du rapport de l'atelier d'appropriation de la réforme et la note stratégique sur l'amélioration de la participation politique de la femme centrafricaine. Il s'agit d'amener les femmes à avoir une bonne maîtrise des innovations et à participer activement au débat. Le groupe Lobbying des femmes sur le processus de la réforme électorale s'est doté d'un plan d'action avec des axes prioritaires sur le suivi du processus d'adoption de l'avant-projet de loi du code électoral, l'implication des femmes au processus et la mise en œuvre effective du nouveau code électoral. La Constitution de 2016 garantit à l'homme et à la femme les droits égaux dans la gestion de la chose publique de son pays, ainsi que la loi sur la parité de la même année qui prône la participation égale de l'homme et de la femme dans les instances de prise de décision. Il reste cependant que des obstacles d'ordre juridique, politique et sécuritaire ne favorisent pas la pleine participation des femmes dans les instances de prise de décision. À Ouagadougou, des jeunes étudiants ont décidé de retrousser les manches pour sauver les barrages de la capitale burkinabé qui sont devenus de véritables dépotoirs armés de râteaux et de pelles. Des étudiants, à travers une opération dénommée Barrage propre, ont donné le bon exemple en procédant au nettoyage de ces retenues d'eau. Claude Romba, notre correspondant au Burkina Faso, nous fait ici vivre la cérémonie. Opération barrage propre dans la ville de Ouagadougou. C'est avec ce concept que les étudiants mobilisés autour du mouvement J'ai à cœur ma planète ont initié une activité de nettoyage pour débarrasser les déchets et autres détritus qui polluent les barrages de la capitale. Une action de portée écologique qui revêt des enjeux importants aussi bien pour l'environnement que pour la population. De l'eau dans la ville de Ouagadougou. Ensuite, nous avons pu constater des effets sur les poissons qui étaient mourants. Aussi, le parc Bangrewogo, qui est juste à côté, risque d'être inondé par ces déchets, ce qui causera un problème encore plus grand à ce niveau. Cette activité d'aujourd'hui est une activité ponctuelle, mais nous sommes déjà en train de penser à un système qui permettrait d'éviter que les déchets même arrivent au niveau du barrage.
Pour une journée de nettoyage, ces jeunes ont retiré du barrage de Tanguay environ 72 mètres cubes de saleté. Cette activité de nettoyage des barrages par les jeunes étudiants sonne également comme un SOS à l'environnement et une interpellation citoyenne envers les populations pour un comportement éco-citoyen. Le barrage de Tanguay est fournisseur d'eau pour beaucoup d'activités de maraîchage autour, mais dont la qualité des produits peut être entachée toujours à cause de cette pollution. C'est pourquoi il est fondamental que nous comprenions tous qu'il ne s'agit pas d'un problème de paysage, bien ça va au-delà de ça, c'est un problème économique, c'est un problème de santé des écosystèmes, c'est un problème de santé des populations. Construit depuis 1963 pour l'approvisionnement en eau potable de la ville, les barrages de Ouagadougou constituent l'un des poumons écologiques de la capitale burkinabé. Malheureusement, ces retenues d'eau sont de plus en plus soumises à la pression croissante des activités humaines, ce qui envase, pollue et détériore ces ouvrages. C'est la fin de la première partie de cette édition. Mesdames et messieurs, on retrouve Johannes Toano pour le sport. La Coupe du Monde en Russie se poursuit avec déjà le début de week-end, le samedi, les rencontres des huitièmes de finale. Johannes Toanou, beaucoup de surprises. Tout à fait, Kodjovia Metonou, surprise déjà par le nombre de buts marqués dans le match d'ouverture de ces huitièmes de finale-là. France-Argentine, 4-3. L'ouverture du score est intervenue à la 13e minute par Antoine Griezmann sur penalty. Réponse du berger à la bergère, Angel Di Maria a égalisé à la 41e minute. Mercado a porté le score des Argentins à 2-1. Puis Benjamin Pavard à la 57e minute a égalisé pour la France. S'en est suivi le festival Kylian Mbappé, doublé 64e et 68e minute. Le but de Sergio Kun Agüero est totalement anecdotique. L'Argentine quitte donc cette compétition sans jamais avoir montré une assurance qui aurait pu laisser penser qu'il méritait un meilleur sort. Dans le second match, Uruguay-Portugal, on craignait un match terne. On a finalement eu droit à un bon match de football. L'Uruguay a dominé le Portugal 2-1. C'était samedi soir à Sochi et ainsi validé son billet pour les quarts de finale. Les coéquipiers d'Edinson Cavani, auteur d'un doublé puis sorti sur blessure, et de Luis Suarez affronteront donc l'équipe de France. Ce sera vendredi prochain à Novgorod. Russie-Espagne. Russie-Espagne, l'Espagne a été, malheureusement ou heureusement, ça dépend de votre position, éliminée sans gloire face à la Russie. 4-3. Le score du match, c'était 1 but partout, but de Sergei Ignacevich contre son camp et réaction de Hatem Djouba sur penalty pour égaliser. Le dernier match, c'était Croatie-Danemark. Mathias Jorgensen a ouvert le score déjà à la première minute. Réponse de Mario Mandzukic à la 4e. Puis 3 tirs au but à 2 pour les Croates lors de la fatidique séance des tirs au but. Il faut rappeler que cela fait 20 ans que les Croates attendaient de passer le cap des huitièmes de finale. La dernière fois déjà, c'était en 98. Johannes Toanou, les surprises, on n'en manque pas, les grosses cylindres, ils sont pratiquement partis. Mais est-ce que vous pouvez, face à la Russie, attendre que l'Espagne soit éliminée? Ce n'était pas prévisible. Ce n'était pas du tout prévisible parce que l'Espagne avait quand même une très grosse équipe et cette Russie-là, même dans le jeu, a montré beaucoup de carences. On a vu qu'ils n'étaient pas assez forts techniquement, qu'ils n'arrivaient pas à sortir proprement le ballon et à inquiéter la défense adverse. Donc c'est une grosse contre-performance pour l'Espagne, mais ça s'explique par plusieurs points. Déjà, le scandale qui a conduit à l'entrée en compétition de l'Espagne, voilà, avec l'arrivée de Fernando Hierro, suite au limogeage de Julen Lopetegui qui a rejoint le Real Madrid. Ensuite, il y a eu certains cadres qui ont été un peu laissés à quai. On a vu Andrés Iniesta qui a été mis au banc pour ce match-là face à la Russie. On a vu de jeunes loups, notamment Lucas Vazquez ou Marco Asensio du Real Madrid, entrer dans le rôle titulaire sans forcément apporter une plus-value. Aujourd'hui, le problème de l'Espagne, c'est un problème de jeu. La stratégie, est-ce que ce sont les passes, les courtes passes qui ont fait
le succès de l'équipe, mais qui aujourd'hui ont peut-être montré leurs limites. Est-ce que c'est à cela qu'il faille réfléchir? Autant de questions. Mais de toute façon, il faut dire que le 12e homme également a joué en faveur de la Russie, parce que ce stade assez plein de Russes qui scandaient. Alors, les rencontres de 8e de finale se poursuivent. Aujourd'hui, on a droit à quoi et quoi? On a droit à un Brésil-Mexique, tout à fait alléchant en ouverture de rideau. Et puis, en clôture de journée, il y aura Belgique-Japon. Merci donc à vous, Johannes Toadou. Vous êtes donc invité à Midi Cuiron donc à suivre ces rencontres. C'est sur cette information que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'information revient dans quelques instants sur SICA.